Je ne suis pas votre mère. Dimanche soir, si vous avez sommeil, ça tombe mal. Il y a urgence sur France 2. J'espère que vous n'avez pas sommeil ce matin. Bonjour à tous, comment allez-vous? Nous sommes le vendredi 24 septembre et on vous propose ce matin un retour en arrière. On va franchir des siècles et on va se retrouver au temps des pharaons en Égypte pour partager un petit peu de leur quotidien. Alors on va surtout tenter de comparer nos modes de vie. Que nous ont-ils appris? Eh bien vous allez voir que dans bien des domaines, on n'a pas tout inventé, loin de là. Alors on va se poser tout un tas de questions, par exemple, à quoi ressemblaient leurs amours, comment se soignaient-ils, comment s'en montrent, parvenaient-ils à se donner des rendez-vous précis? Voici quelques-unes de ces questions, on s'en posera bien d'autres et on va se rendre compte que le passé pourrait peut-être bien nous aider à mieux comprendre notre avenir. C'est au programme. La télé de ces messieurs dames est avancée. C'est au programme. Demandez, vous l'aurez. Le programme de la matinée. Demandez le programme. La télé de ces messieurs dames est avancée. C'est au programme. C'est au programme. Et pour remonter les siècles, nous avons invité ce matin Violaine Vanoyek. Bonjour. Vous êtes historienne, écrivain, professeur de civilisation et de littérature ancienne. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages, donc 12 consacrés à l'Égypte. Et votre dernier roman porte sur l'histoire des histoires d'amour, l'histoire des amours des pharaons. Alors pourquoi cette fascination pour l'Égypte? Écoutez, il faut remonter très 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 loin dans le temps parce que j'ai été vers l'âge de 9-10 ans fascinée par la littérature grecque et égyptienne. C'est une sorte de magie qui s'est opérée. Je trouvais qu'effectivement, c'est des civilisations qui étaient extrêmement attrayantes. Et après, j'ai eu la chance d'aller très 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 vite sur le terrain, donc de pouvoir comparer tout ce qu'on apprenait dans les livres sur place. Et donc, ça ne m'a jamais quittée. Donc on va s'interroger ce matin, je viens de le dire, sur le mode de vie des Égyptiens. On va voir qu'ils nous ont beaucoup appris dans bien des domaines. Et c'est vrai qu'en Égypte, on découvre régulièrement de nouveaux trésors. On ouvre au grand public toujours plus de sites. On découvre des tombeaux ou des momies enfouies depuis des siècles. Et par exemple, dans le temple de Hatshepsut, je l'ai bien prononcé, Hatshepsut, près de Luxor, eh bien, on va au printemps 2000 permettre aux visiteurs d'accéder à la 3e terrasse. Alors c'est un véritable événement qui va passionner tous les égyptologues. Et vous nous avez fait l'amitié de nous rapporter quelques images quand vous avez pu vous y aller. Absolument. Alors on les regarde, ces images, vous allez nous aider à les commenter. Alors c'est donc près de Luxor. Alors donc on est à Luxor, donc on traverse le Nil, on arrive à Thèbes-Ouest, c'est-à-dire dans la vallée des morts. Voilà le temple d'Hatshepsut, magnifique temple d'Hatshepsut en 3 terrasses. Alors aujourd'hui, les 2 premières terrasses peuvent être visitées et on accède à la 3e terrasse qui est aujourd'hui fermée au public et où se trouve le sanctuaire d'Amon, c'est-à-dire le sacré des sacrés, avec plusieurs salles, dont la salle des parents d'Hatshepsut. Tout cela est absolument formidable avec la vie de la pharaone Hatshepsut retracée sur les murs. Alors c'est effectivement un événement mondial parce que ça a demandé plus de 43 ans de restauration faite par une équipe polonaise et une équipe égyptienne. Et là, vous voyez l'armée d'Hatshepsut qui part donc au combat. Vous voyez des représentations de la reine en train de courir. Là, vous voyez également la reine avec ses attributs royaux, c'est-à-dire les mêmes attributs que celui d'un homme, car elle était souvent représentée en homme. Et puis quelques images qui ont été martelées, car on a voulu effacer le souvenir de cette reine, justement parce que c'était une femme. Là, on voit le cobra qui symbolise également la reine. Toujours la reine sur les piliers avec le dieu Amon qui était donc son père divin, comme elle disait. C'est une reine qui a régné plus de 22 ans et c'est énorme et qui a maintenu un pays en paix pendant 22 ans. C'est un véritable exploit. Et le corps de la reine, il est dans le temple? Non, alors il y avait un temple de millions d'années, il y avait un tombeau qui se trouvait dans la vallée des rois. Et je suis à la recherche de sa momie. Nous avons retrouvé 4 corps de femmes qui m'intéressent beaucoup. Maintenant, il faut faire les recherches d'ADN. Alors, vous allez nous expliquer tout au long de cette émission que les Égyptiens étaient en fait très avant-gardistes dans bien des domaines. Par exemple, on parle de la femme, à l'heure où la femme aujourd'hui se bat pour la parité, pour être respectée. Vous me disiez que les femmes étaient très en avance sur leur temps, étaient déjà très libérées en Égypte. Oui, c'est vrai que la femme égyptienne est très, très libérée. Alors, par exemple, on a retrouvé des chants d'amour et des chants même très érotiques parfois,
fois, qui montre que lorsqu'une jeune femme rencontrait un jeune homme, elle pouvait s'exprimer, elle pouvait épouser qui elle voulait, rien ne lui était imposé. Et c'est vrai qu'au foyer, dans le cadre du foyer, dans sa vie de famille, elle savait aussi s'imposer. D'ailleurs, le mari la considérait un petit peu toujours comme mensongère, capricieuse, frivole, et il s'en méfiait un petit peu. C'était déjà un petit peu la femme, vous savez, la boîte de Pandore qu'on ouvre, et puis la femme avec tous ses vices et tout ce que ça peut comporter. Mais donc, avec quelques qualités quand même. alors, quelques qualités, mais malheureusement, dans les textes de l'époque, eh bien, on nous montre surtout les défauts de la femme, mais peut-être parce que l'homme en avait un peu peur. Ah, alors je vous présente Damien Thévenot. Bonjour, Damien, notre spécialiste culture dans cette émission. Il a lu avec beaucoup d'intérêt, je crois, votre roman, et vous en avez retenu plein de petites choses qui vont nous passionner, j'en suis Des anecdotes très passionnantes. On va peut-être faire un tout petit rappel quand même, dire que les pharaons, c'était les représentants des dieux sur Terre. Hatshepsut, j'y suis arrivée, c'est bon? Oui. C'est très dur à dire, ce Non, sera appelé c'est Monique. Ça signifie la première des premières. D'accord. Alors, Hatshepsut a été la seule femme pharaone. Oui. Hein. Alors, en plus, elle a usurpé le titre de pharaon, parce que normalement, elle n'y avait pas droit. Elle était régente. Absolument, Et régente, elle c'était comme en France. Parce que c'est-à-dire les femmes n'avaient pas droit à ce titre. Écoutez, c'est comme en France aujourd'hui, toutes les femmes peuvent être présidents de la République. À l'époque, on pouvait être pharaon, mais encore fallait-il y arriver et rester sur le trône, donc composer avec le clergé pour pouvoir s'imposer. Donc elle avait le droit au titre. Sauf qu'en fait, les seules femmes qui ont régné, c'était donc le principe de la régence, Oui. comme en France, c'est-à-dire Oui. que tant que le fiston n'était pas habilité à monter sur le trône, eh bien, c'était la maman qui prenait le relais Voilà. en attendant. Alors, j'ai noté plein de choses dans ce livre intéressant. Alors, tout d'abord, vous dites que le mariage entre, vous démontrez Oui. que le mariage entre frères et sœurs chez les pharaons, c'était possible. Oui, tout à fait. Ce qui était extrêmement rare dans la vie quotidienne, mais c'était possible. Alors, il n'y avait pas que le mariage entre frères et sœurs, il y avait aussi le mariage avec sa propre fille, le père et la fille. Et d'ailleurs, je donne des cas dans les histoires d'amour des pharaons. C'était tout simplement pour que le sang divin, le sang royal, soit plus pur. Donc, Ils pas l'inverse, étaient plutôt gogoles, non? Ils devenaient pas un peu Il n'y a pas eu dégénérés? dégénérescence Alors, quand il y aurait pu avoir une dégénérescence qui n'a pas eu lieu tout simplement parce qu'il y avait des usurpateurs qui, justement, et des crises qui ont fait que les dynasties souvent ne se sont pas poursuivies. Et donc, il y a eu on peut dire, des éléments étrangers qui sont venus rajeunir ou régénérer ce sang qui aurait pu effectivement entraîner ces mariages qui auraient pu entraîner des rois maudits ou des rois dégénérés. Absolument. Alors, il y avait un harem, Oui. c'est-à-dire qu'il y avait 300 femmes à la disposition du pharaon. Ça se faisait au vu et au su de la grande Vous épouse dites royale. 300, ça dépend du roi. Hein. Il y avait des oui. rois qui étaient plus Plus ou moins cavaleurs gourmands. que d'autres. Ah, hein. bon, on va dire 300, c'est un prix Oui. moyen, c'est pas mal. Oui, Alors, 300, c'est pas mal. on peut dire qu'il y avait énormément d'enfants, entre guillemets, illégitimes du pharaon. Absolument. Et donc, beaucoup de complots dans ces harems, parce qu'il y avait des femmes secondaires, donc les femmes qui vivaient dans le harem, qui voulaient imposer, comme vous le dites, leur rejeton ou leur fils, au détriment de la grande épouse royale, quitte à empoisonner la grande épouse royale C'était ou le les nom enfants de la femme du légitimes. pharaon, la grande épouse La royale. grande épouse royale était la femme du pharaon. Donc, énormément de complots. C'était très compliqué de vivre au palais. Il fallait sans arrêt inventer des subterfuges, justement, pour contrer un petit peu tous ces complots. Et on en a la preuve, puisqu'il y a eu des jugements qui ont été donnés, des gens qui ont été condamnés à mort pour avoir comploté contre la grande épouse. Alors, est-ce que c'est vrai que dans le temple de Luxor, on trouvait sur des tablettes des recettes de décoction aphrodisiaque? Absolument, absolument. Déjà, écoutez, composé de quoi? Dans les papyrus, le thym était, paraît-il, très aphrodisiaque. Évidemment, toutes les herbes étaient utilisées, mais le coriandre était très aphrodisiaque, le thé revient souvent, et on a également quelques plantes. Alors, pour extraire le jus de ces plantes, eh bien, on mettait les tiges ou les feuilles dans un sac que l'on pressait, et avec ce jus, on le mélangeait donc avec d'autres épices, ce qui donnait effectivement, ce qui excitait l'essence, on va dire. Alors, effectivement, les recettes aphrodisiaques, c'est absolument incroyable. C'est ce qu'on retrouve de plus nombreux sur les papyrus qu'on appellera médicaux ou qu'on appellera, disons, les papyrus qui ont été écrits pour le bien vivre. Voilà. Donc, Ce sont des papyrus qui ont été retrouvés d'ailleurs la plupart à Luxor.
Donc les Égyptiens étaient des chauds lapins, quoi. Donc on n'a rien inventé aujourd'hui. Oui, ils aimaient bien vivre, on va dire. Ils aimaient bien vivre, et les femmes aussi. Et d'ailleurs, les femmes qui étaient souvent rondelettes, alors qu'on les voit représentées très, très, très fines, étaient très attentives justement à plaire. C'était très important. Et elles faisaient beaucoup de régimes. Et on a retrouvé aussi des recettes de les régimes. régimes. Absolument. Des régimes et puis beaucoup de parfums, d'onguents. Ça, c'était très important. Le rituel des parfums, c'était incroyable. Tout l'esthétisme, tous les parfums qui évidemment avaient tous eu, comme aujourd'hui, bon, la pensée, c'était quand par exemple on avait un peu le spleen, bon, on mettait de la pensée pour retrouver la vigueur, retrouver la joie de vivre. Bon, il y avait la violette, il y avait l'iris, il y avait le lys, il y avait absolument tous les parfums, dont des parfums très 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 forts, comme la myrrhe et l'encens. Mais il faut savoir que celle qui devait sentir le meilleur était toujours la grande épouse royale, et que personne ne devait sentir meilleur qu'elle. Et si on sentait meilleur qu'elle, que se passait-il? Écoutez, elle pouvait être mise à l'ordre, cette femme qui avait osé sentir meilleure que la grande épouse royale. Elle se parfumait différemment, la grande épouse? Non, elle se parfumait plus, en fait. Elle se parfumait plus. Et donc, tout le parfum dont elle embaumait la cour, eh bien, devait avoir aussi une vertu un petit peu transcendantale, magique. Sentir, Damien, vous êtes une grande épouse royale parfumée. Très bien. Dans le système éducatif aussi, il y avait des choses intéressantes. Il y avait déjà des nourrices, des éducateurs. Il y avait des éducateurs. Alors, les enfants allaient à l'école, bien sûr. Surtout les garçons. Bon, les filles recevaient une éducation à la maison, mais enfin, elles pouvaient aussi aller suivre des cours avec des professeurs. Alors, des professeurs qui étaient des sortes d'instituteurs, et puis après, des cours beaucoup plus qualifiés, donnés par des spécialistes. Alors, pour les fils de Pharaon et ceux qui étaient fils de nobles, ils avaient là droit à des cours encore plus pointus, disons, qui les préparaient à de hautes fonctions. Alors, fils de pharaon, fils de noble ou égyptien du peuple, tous étaient malheureusement mortels. Vous expliquez qu'il y avait... Pas pour eux. Oui, physiquement. Ils mouraient, mais pour eux, c'était le début vers une autre vie. Mais un Égyptien ne dit jamais « je suis mort ». D'ailleurs, l'expression n'existe pas en égyptien. Il continue sa vie dans l'au-delà. Alors, vous nous avez amené quelques photos, Violaine, qu'on va regarder ensemble. Vous allez nous les commenter. Ce sont des photos donc, de tombeaux, normalement. On va les voir. Voilà. Ah, ça, c'est absolument formidable parce que c'est la déesse Nephthys qui est représentée sur le tombeau d'Amenophis II, dont, je le signale, la tombe ouvre cette année au public. C'est une des plus belles dans la vallée des rois. Ça, c'est une représentation d'un pilier qui se trouve dans la tombe de la reine Taouzert, qui ouvre également cette année au public. Donc, c'est des toutes premières images. C'est une beauté, une précision. Il faut savoir que tout ça n'a pas été repeint, simplement dépoussiéré et quelquefois légèrement reverni. Donc, c'est une belle conservation. Donc, ça a 3500 ans, ça. Je crois qu'on ne les a jamais vues, ces photos. 19e dynastie, là, pour Taouzert, 13e siècle, 12e siècle avant Jésus-Christ. 3300 ans. Et là, également, une représentation du mur de la tombe d'Amenophis II, qui représente, vous voyez, des extraits du livre de l'Amdouat, qui était le livre des morts. Ce sont des conseils que l'on donne aux morts pour vivre dans l'au-delà. Les morts qui d'ailleurs étaient enterrés avec, essentiellement les pharaons, avec le mobilier, avec tout. Il y avait tout le monde dans le mobilier, les produits de beauté, et là encore un pilier donc de la tombe d'Amenophis II, où on voit le Amenophis II, le pharaon, face donc au dieu des morts, qui lui présente une croix. Vous voyez, ce petit symbole de vie qu'on appelle la croix Ankh. Il a un peu une tête d'animal, le dieu des morts, non? Bien sûr, et c'est une tête de chacal, tout simplement. Alors, ce qui est étonnant, Damien, dans ce livre, c'est la précision des dialogues. Comment vous faites pour reconstituer tout ça? Parce que là, on est 3300 ans par rapport à maintenant. Je vais vous dire, c'est un peu une gageure. Il n'y avait pas un petit magnétophone? Non, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai pris connaissance de toute la correspondance des Égyptiens, évidemment des pharaons, avec tous les rois étrangers. Parce qu'il faut savoir, on parlait du harem, il faut savoir que souvent le pharaon commandait quelques petites princesses étrangères qu'il avait repérées et qui lui plaisaient et qui pouvaient arriver donc dans son harem, ou bien il emmenait des prisonnières qui pouvaient être aussi des princesses. Quand il remportait une victoire, il les ramenait dans son harem. Et donc il y a une correspondance très très pointue, très précise entre ces rois étrangers et les rois égyptiens. Donc il faut traduire cette correspondance et ça nous amène donc à essayer de rentrer plus dans la vie intime de ces couples. On en apprend des choses. Vous l'avez beaucoup romancé, évidemment. Je l'ai reconstitué.
D'accord. Au plus proche, mais un petit peu romancé peut-être. Parfait. Eh bien, on va continuer à parler des Égyptiens. Merci Damien. Merci. Tout à l'heure, on vous retrouvera avec quelqu'un qui n'est pas franchement égyptien. Non, mais c'est un pharaon du rire. Un pharaon du rire. Bon, bah, vous verrez ça, je vous le dis, on recevra Daricole en deuxième Bah partie oui, d'émission avec Damien. Alors, on va maintenant s'interroger sur la santé des Égyptiens. Ils vivaient dans un environnement naturellement très sec, mais dès qu'ils se trouvaient dans des milieux plus humides, eh bien, qu'est-ce qui les attrapait? On va en parler avec Olivier Robichon. Et on va parler de la grippe. Est-ce que la grippe existait au temps des Égyptiens?